Eric. C'était un plaisir pour moi, un honneur et un plaisir pour moi d'accueillir le Premier ministre et Eric Mauny. Et voilà, donc je vais introduire la session brièvement. Je donnerai ensuite la parole à Eric et ensuite je donnerai la parole au Premier ministre. La France est un pays plein de talents et de promesses. On est un pays formidable. Il faut que vous soyez convaincus de ça. On est un grand pays. En même temps, la France traverse une période compliquée. Un décrochage de productivité, mais qui n'est pas propre à la France, qui concerne l'ensemble de l'Europe par rapport aux États-Unis. Si je prends juste la France, la productivité n'a progressé que de 0,8% par an depuis 1995 contre 1,7% aux États-Unis, ce qui prive notre pays de la croissance qui lui permettrait de financer ses ambitions. Mais le déclin est un phénomène européen. Depuis, on a rattrapé les États-Unis entre 1945 et 1985, et depuis 1985, notre productivité décline par rapport européenne, et française en particulier, décline par rapport à la productivité américaine. Notre dette publique a presque doublé depuis l'an 2000. Elle est passée de 60% à 116% du PIB et on possède le deuxième déficit le plus élevé de la zone euro en 2025. Donc ce sont des fragilités et ces fragilités interviennent au moment même où le pays doit absorber des chocs externes de grande ampleur. Une fragmentation géopolitique, les chaînes de valeur se reconstituent. Avant, elles étaient basées sur la minimisation des coûts. On produisait dans chaque pays la partie qui était la moins chère à produire. Maintenant, c'est la résilience qui devient le critère de reconstitution des chaînes de valeur. Un déferlement sur notre marché de produits chinois de haute technologie. Maintenant qu'ils ont des barrières à l'entrée du marché américain, les produits chinois veulent se déverser sur le marché européen et en particulier français. Une urgence climatique que l'on a fortement ressentie la semaine dernière. Une pauvreté en hausse chez les enfants et les jeunes depuis 2017. Et une révolution de l'IA, et en particulier de l'IA générative, qui rebat les cartes sur le marché du travail et pose la question de la concentration du pouvoir économique et de la concentration des richesses, à laquelle on ne peut pas ne pas répondre. Je vois en particulier deux grands défis. Le premier défi, c'est d'endiguer le danger populiste. Il y a danger dans ce pays. Il y a danger que dans un an, le président soit un populiste et ça compromet complètement le relèvement de l'Europe. Et ça serait une catastrophe non seulement pour nous, mais pour l'Europe et pour tous les pays du monde qui partagent nos valeurs de démocratie, de liberté, de rule of law, de droit, de prédominance du droit. Ça serait catastrophique. Donc, le premier défi, c'est d'éviter le danger populiste. Comment éviter le danger populiste ? Je crois vraiment que c'est en rétablissant la promesse républicaine. Il faut le retour de la République. Il faut en particulier un accès pour tous à une santé et à une éducation de qualité. Le niveau moyen de calcul des élèves de CM2 a fortement baissé entre 1987 et 2017, au point que seul 1% des élèves atteignent désormais le niveau des 10 meilleurs en 87 en mathématiques. Il faut remonter la pente. On avait un très bon système éducatif. N'importe qui, de n'importe où, si elle ou il mettait l'effort, et le mérite et l'effort, vous amenez où vous vouliez. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans ma jeunesse, on mettait à l'école publique la plupart du temps, et on allait à l'école privée, soit si les parents avaient des fortes préférences confessionnelles, je lisais Mautrey, ou si on était un cancre. Voilà. Et maintenant, vous avez même des profs du public qui mettent leurs enfants à l'école privée. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc ça, c'est l'école. Il y a ensuite la santé. Dans certaines régions, il y a un sentiment d'insécurité sanitaire. Et dans certaines régions, l'insécurité sanitaire, la question de l'accès aux soins est devenue une source d'angoisse. On n'est pas sûr partout de pouvoir être soigné comme on le devrait.
Donc le premier souci, c'est d'inclure tout le monde. Parce que les gens que vous n'incluez pas, ils vont vers les populistes. Donc si on décide du progrès et de la croissance, ça doit être inclusif. Parce que ceux que vous laissez sur le bord de la route, ils vont aller vers les populistes. Et le coût du populisme, c'est énorme. Les Anglais le savent. Le coût du Brexit depuis 10 ans est gigantesque. Donc nous voulons éviter le populisme. Donc ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est de rétablir une souveraineté française et européenne, en particulier en relevant le défi de l'IA. L'IA, ça peut être un grand danger, mais c'est une formidable opportunité de croissance, parce que l'intelligence artificielle, ça vous permet de produire beaucoup plus facilement des biens et services, et de produire beaucoup plus facilement de nouvelles idées, et donc d'innover beaucoup plus facilement. C'est une force. Seulement cette force, c'est comme un cheval fou. Ou bien il vous amène dans le mur, ou il vous amène où vous voulez si vous mettez les bonnes institutions et les bonnes politiques. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est de mettre les bonnes institutions pour tirer le meilleur parti de cette révolution de l'intelligence artificielle et d'en faire un levier d'une croissance retrouvée et durable en France. Nous voulons passer d'une croissance par le rattrapage, qui était la croissance des 30 Glorieuses, à une croissance par l'innovation de rupture high-tech. Mais comme vous le savez, l'Europe, elle s'est coincée dans le mid-tech incrémental, et l'innovation de rupture high-tech se fait aux États-Unis et en Chine. Elle doit se faire maintenant chez nous, en Europe. On a les mathématiciens, on a les talents, on a les chercheurs, on a l'énergie bon marché, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'innovation chez nous. L'innovation de rupture, elle cite énormément de la recherche, faite notamment en France. Il n'y a pas de raison que l'innovation qui est basée sur de la recherche française ne soit pas faite en France elle-même. Comme le dit très bien Marc Carnet, lorsqu'on est absent de la table, on figure au menu. Et nous, on ne veut pas être mangé et on ne veut pas être au menu. Et Marc Carnet, il se tourne avant tout vers la France. Tous les regards sont tournés vers la France. Parce qu'ils savent très bien, Marc Carnet, il a besoin d'une Europe qui porte les valeurs de démocratie, de liberté, de modèle social, de souci environnemental. Il a besoin que cette Europe-là, reprenne le dessus. Et il sait que c'est la France qui est à la tête de ça. Sans la France, il ne peut pas y avoir ce relèvement européen. Et dès que nous l'aurons mis en œuvre, dès que nous l'aurons engagé, des pays comme le Canada, comme la Corée du Sud, comme Singapour, comme d'autres pays sont prêts à nous suivre. C'est jamais autant que maintenant. On est dans un moment gaulien où on doit avoir une France, un retour de la République, et en même temps la France qui émerveille le monde parce qu'elle porte des valeurs que personne d'autre ne porte comme nous, et on a vocation à être leader dans le processus. Voilà. Alors, pour parler de qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour nous relever, et ici, il s'agit de décliner, pas seulement, on a les problèmes actuels, mais on veut une vision de long terme. Jusqu'à maintenant, on entend des candidats ou des putatifs et ils ne donnent pas envie. Voilà, les gens les écoutent et les gens n'ont pas envie. Et là, aujourd'hui, on veut avoir envie, on veut avoir l'espoir, on veut avoir l'excitation. Il y a plein de jeunes ici réunis. Ils sont prêts à se mobiliser. Comme on s'est mobilisé après la guerre pour reconstruire notre pays. Et ils attendent des paroles d'espoir, des paroles de « qu'est-ce qu'on va faire ?» Il y a des inquiétudes, mais les inquiétudes, c'est en même temps des défis extraordinaires. Qu'est-ce que l'entrepreneur, qu'est-ce que Éric Momy a à dire là-dessus? Et vous, Premier ministre de la France, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Voilà. Quelles sont ces paroles d'espoir et que nous attendons vraiment maintenant de manière tellement désespérée et impatiemment? Et c'est pour ça que je donne la parole d'abord à Éric et après à vous, Monsieur le Premier ministre. Ouais. Alors, moi, je vais parler en tant qu'entrepreneur. Je ne sais pas si j'arrive à faire passer cette passion que vous avez, Philippe, mais c'est absolument remarquable. Et en tout cas, on n'en aura jamais trop. Alors, trop, c'est trop. Ce mouvement, il s'est créé parce qu'il y avait trop de stigmatisation de l'entreprise, trop de caricatures. Et tout l'enjeu de trop, c'est trop, c'est de venir alimenter ces réflexions de façon extrêmement positive avec les perspectives que Philippe Aghion vient de rappeler. Vous l'avez dit, on a un enjeu
un défi absolument extraordinaire en face de nous, qui est le défi de l'IA générative. La France, l'Europe, ils ont d'abord une bataille à gagner, et moi je pense qu'elle n'est pas perdue, c'est la bataille des modèles fondamentaux. On pense que les États-Unis ont gagné cette bataille. Ils sont en tête, clairement, avec les modèles de fondation comme OpenAI, comme Anthropic, le cloud hyperscale, les semi-conducteurs avancés, les volumes de capitaux privés investis. Je vais revenir là-dessus. C'est absolument critique pour arriver à transformer notre pays. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un Google européen? Je ne sais pas répondre. C'est à vous, Monsieur le Premier ministre, à vos homologues européens de créer les conditions de la réussite. Il y a une chose dont je suis persuadé en tant que chef d'entreprise, c'est que l'Europe et les entreprises européennes peuvent gagner la bataille du déploiement de l'IA générative. Comment ? Tout d'abord, en évitant un écueil que j'entends trop souvent, qui est de se concentrer sur le seul débat, quels emplois l'IA va-t-elle détruire, et de répondre à la question, comment va-t-on créer le plus de valeur possible grâce à l'IA, en intégrant bien sûr la question essentielle des emplois. L'IA, vous l'avez dit Philippe tout à l'heure, c'est peut-être la plus grande opportunité économique de l'Europe. On ne va peut-être pas devenir la Silicon Valley, mais on peut être le continent qui applique le mieux l'IA à son économie réelle. Je rentre des États-Unis, j'ai été frappé par deux choses. J'ai fait un AI trek, littéralement. J'ai été frappé par la vitesse à laquelle les modèles d'AI sont déployés aux États-Unis. Ils ne se contentent pas d'avoir les modèles fondamentaux, les entreprises ont pris ça à bras-le-corps. Et je suis frappé aussi par une chose qui me rend extrêmement optimiste sur le sujet des emplois, c'est la capacité qu'on a avec l'IA générative à augmenter, au sens artificiel, l'intelligence humaine et celle de tout le monde. L'enjeu des entreprises, parce qu'il faut prendre notre responsabilité, c'est que les millions de salariés que nous avons, grâce à l'IA, deviennent plus productifs, plus créatifs, qui deviennent les plus compétitifs. Et c'est le rôle des entreprises de relever ce défi. Tout d'abord, en n'attendant pas que le marché nous demande d'investir, mais surtout en travaillant sur un point essentiel, qui est celui de la formation. Notre énorme défi, c'est pas de se dire des emplois vont être détruits, c'est véritablement de travailler sur la transformation des métiers, l'employabilité de nos salariés. Dans l'entreprise que je dirige, on a engagé ça depuis 3 ans et je voudrais faire tomber un fantasme, celui selon lequel on est uniquement là pour remplacer les hommes par les machines. C'est pas du tout ça l'enjeu. Notre enjeu à nous, véritablement, c'est cette transformation des métiers. Et ça appelle de notre part, Monsieur le Premier ministre, une responsabilité particulière. On a un contrat social qu'on va réinventer, comme il a été inventé à l'époque par Antoine Riboud, au sein de l'entreprise, où on ne va pas se contenter d'avoir des entreprises les plus performantes, mais aussi qui sont les entreprises les plus apprenantes. Pour réussir ce défi qui est engagé, je me permets de le dire, on est déjà en mouvement. Pour réussir ce défi, il faut avoir un écosystème qui nous permet de le faire. Je vais y revenir tout de suite. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que quand on parle de problèmes de productivité, vous avez dit 0,8% de productivité, Philippe, avec l'IA, on a la possibilité que des millions de TPE, des millions de PME fassent des gains de productivité qui vont se chiffrer en dizaines de pourcents. Et l'autre opportunité qu'on a, on a des champions mondiaux dans le domaine du luxe, dans le domaine du spatial, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'assurance, dans lequel je suis. On a la possibilité de faire des champions du monde augmentés grâce à l'IA. C'est ce que très modestement on essaie de faire dans l'entreprise que je dirige. Cette responsabilité, c'est la nôtre, entrepreneurs, et on a absolument besoin, à côté de ça, on a besoin d'un État qui va être un État facilitateur. On a un État au XXe siècle qui a fait la démonstration qu'il était un État protecteur. Certains diraient même trop. C'est pas ça mon sujet. Le sujet, aujourd'hui, on a besoin d'un État facilitateur. On a vu ce qui s'est passé à Singapour. On a vu l'État se mobiliser, pas simplement pour qu'il y ait des start-up qui soient créées, mais que pour, dans l'industrie réelle, dans l'administration, on déploie effectivement
l'IA. Ça veut dire quoi pour y parvenir? Si on veut que vous créez, Monsieur le Premier ministre, les conditions de ce déploiement réussi, il faut d'abord simplifier. Je suis toujours stupéfait par l'obsession qu'on a à réglementer l'IA. Il faut le faire, hein, on va le faire, plutôt que de s'intéresser à la manière dont on va créer des modèles d'IA, dont on va les déployer. Deuxième chose, il faut faire confiance aux entrepreneurs. On s'est connus, Monsieur le Premier ministre, dans un moment difficile pour les entrepreneurs. Et je dois dire que vous avez été extrêmement attentif à nos attentes. Il faut aller beaucoup plus loin. La confiance est absolument clé. Il faut apporter un cadre pour le dialogue social. Le dialogue social, il va se passer dans l'entreprise. C'est déjà le cas dans mon entreprise. Mais vous avez une responsabilité au niveau de l'État de créer un cadre, notamment en s'inspirant, me semble-t-il, de ce que font les pays scandinaves avec la flexi-sécurité, où on n'est pas obsédé par la protection des jobs comme ils sont, on est obsédé par la protection des personnes. Et dernier point, on a besoin de financement, on a besoin d'épargne. Les transformations qu'on est en train de vivre font que ce n'est pas à coup de centaines de millions qu'on va transformer les entreprises, qu'on va créer des champions, c'est à coup de dizaines et de centaines de milliards. Je pense que là-dessus, financer l'IA, ça ne peut pas consister à punir le capital existant, mais à mobiliser l'épargne vers le capital productif de demain. Il y a des pistes sur la réorientation de l'épargne longue vers l'innovation. On a 6 000 milliards d'épargne en France. On a peut-être un fonds souverain à créer qui permettra à l'État de mitiger le risque pour ceux qui investissent. Et il y a énormément d'argent privé qui est prêt à s'investir autour de ça. On a un enjeu de mobiliser la commande publique. Je suis frappé aux États-Unis par des modèles comme la NASA, mais il y en a à peu près dans tous les secteurs d'activité. Et puis, on a un sujet qui est de libérer le capital entrepreneurial. Si nous voulons financer l'innovation, il faut que ceux qui créent de la valeur puissent la réinvestir. Et Monsieur le Premier ministre, c'est aussi sur ce sujet-là qu'on s'est rencontrés et vous avez été un facilitateur absolu. Et mon dernier point, Philippe, puisque je dois faire extrêmement attention au fait que tout le monde est ici pour vous entendre, ainsi que le Premier ministre, j'aurais un dernier mot sur le partage de la valeur. Vous avez dit quelque chose de très fort. Le risque, je reviens des États-Unis, je le disais, c'est « the winner takes it all ». Et donc la question du partage de la valeur va être absolument essentielle. Et là encore, Monsieur le Premier ministre, c'est à vous de créer les conditions pour que dans l'entreprise, on puisse plus facilement associer les salariés. J'ai eu la chance de faire ça dans mon entreprise avec un fonds de private equity qui s'appelle KKR, qui fait partie vraiment des acteurs qui poussent les entreprises comme la mienne à partager la valeur avec les salariés. Merci beaucoup, Éric. Merci infiniment formidable intervention. Monsieur le Premier ministre, votre parole est rare. Vous n'intervenez pas dans le débat, évidemment, parce que vous êtes accaparé par le quotidien. Vous avez accepté de venir à Aix, et nous sommes infiniment honorés, alors que le quotidien vous accapare. Mais on a aussi et surtout envie de vous entendre aujourd'hui sur le moyen et le long terme. Comment mobiliser notre épargne, dont vous avez parlé, comment mobiliser les talents formidables que nous avons, comment tirer parti du fait que nous avons de l'énergie bon marché grâce au nucléaire, comment mobiliser tous les atouts que nous avons pour relever notre pays et à travers cela relever l'Europe en embarquant tous nos concitoyens dans le dialogue et de façon, voilà, de manière que tout le monde se sente embarqué dans une merveilleuse aventure qui est bien, de rentrer pleinement dans le XXIe siècle et de cette Europe qui va se relever et émerveiller le monde à nouveau. Voilà, la parole est à vous. Merci, Monsieur le prix Nobel. De fait, j'ai accepté l'invitation l'année dernière de Jean-Hervé Lorenzi pour parler quasiment que de questions militaires et de géopolitique. Et c'est vrai que j'ai plutôt pris l'habitude de ne pas faire trop de médias, les journalistes d'ailleurs me le reprochent suffisamment, et de globalement réserver plutôt ma parole, parce qu'au fond, j'aime pas trop le bavardage, mais parce qu'avec Éric Momy, dans des moments difficiles pendant la crise politique et quasi-budgétaire à l'automne, et avec notre prix Nobel, nous nous sommes dit que c'était bien de parler
et que c'était bien de donner un peu de perspective. Et comme c'est très compliqué de dire non à Philippe Aghion, en tout cas, ou alors il faut accepter de se faire harceler par Philippe pendant plusieurs semaines, je me suis dit que j'étais prêt à le faire, mais avec quand même une volonté quand même de dire un peu ce que je pense. Alors je prends mon risque, d'autant plus que lundi, le gouvernement va affronter sa 13e motion de censure depuis 9 mois. Donc à la fois, il faut que je sois très libre de parole et en même temps, comme d'habitude, mesuré pour ne pas rajouter de la crise à la crise. Mais enfin, je pense qu'on est dans un moment dans lequel c'est bien de se poser un tout petit peu pour réfléchir. Et d'ailleurs, j'étais secrétaire d'État à l'écologie, ministre en charge des collectivités locales, Outre-mer, Défense, 9 mois que le moine soldat de Matignon, comme on m'appelle. Mais je trouve ça bien de partager avec vous aussi un peu mon feedback. Et au fond, les 2-3 choses qui m'inquiètent vraiment, notamment pour répondre à la question sur le progrès, et les 2-3 choses qui me rassurent, et voir un tout petit peu comment on peut essayer de se projeter pour répondre à la commande. La première chose qui m'inquiète fondamentalement, parmi nos élites en général, pardon de le dire, singulièrement dans la classe politique, c'est l'aversion profonde au temps long. Ce qu'on vient de vivre depuis le printemps est tout à fait représentatif de ça. Un virus arrive, l'hantavirus, on ne parle que de l'hantavirus pendant une semaine. Plus rien n'existe. On a un choc sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation liée aux produits pétroliers, on ne parle que de carburant. On a un drame épouvantable, vous voyez évidemment à quoi je fais référence, on ne parle plus que de ça, il y a la canicule, on ne parle plus que de ça. Et malheureusement, ce caractère rapide, très vite digéré de toute forme d'actualité est un des points de différence majeurs avec les années 60 qui nous sont chers, dans lequel justement on se posait pour planifier et penser le temps long. Et c'est très compliqué de planifier et penser le temps long. Pendant la crise énergétique, avec les collègues, on a tenté de le faire sur un plan d'électrification. Ça a intéressé globalement tout le monde pendant 48 heures. Et next, on passe à autre chose. Premier élément d'inquiétude, comment on fait des allers-retours entre les crises du quotidien, elles sont légitimes, et je le dis ici aux rencontres d'Aix à dessein, comment on est quand même capable, à défaut du temps long, au moins de faire le temps moyen. Je ne vois pas très bien comment on peut parler d'intelligence artificielle et d'impact sur le droit du travail ou l'entreprise si on n'a pas une réflexion à 5, 10 ou 15 ans. Et les autres pays autour de nous, évidemment, eux sont en train de le faire. Et la classe politique, elle est ce qu'elle est, mais ça veut dire aussi que toutes les élites économiques, intellectuelles, médiatiques, doivent aussi évidemment s'emparer de ça. La deuxième des choses, et vous écoutiez Dominique de Villepin avant nous, c'est la déconnexion furieuse entre la vie politique intérieure et la géopolitique globale. Géopolitique sécuritaire, Ukraine, dont on ferait bien de surveiller ce qui s'y passe, si vous voulez mon avis, dans les semaines qui viendront. Tout ça n'est pas linéaire, avec toute la brutalité que cela peut donner sur le terrain militaire. Moyen-Orient, dans lequel c'est faussement réglé, pour plein de raisons. Circulation maritime, 40 bateaux par jour passant à Hormuz. Certes, c'était 10 pendant la guerre, mais enfin, on est très loin de la circulation maritime d'avant. Le Liban. Et puis évidemment, la remise en cause des grandes architectures. On aura un sommet de l'OTAN bientôt, pas créer d'incident diplomatique, mais enfin, le devenir même du fonctionnement de l'Alliance Atlantique, la question est posée. Et puis on ne peut pas faire comme si notre principal allié, cher Roland, n'avait quand même pas une pratique du droit de douane un tout petit peu originale et un peu originale. Donc ça, continuer à scolairement traiter d'un côté le national et puis ensuite traiter scolairement l'international sans avoir une capacité à faire l'aller-retour, c'est encore une différence avec les années 60. Parce que ce qui a fondé justement les politiques de reconstruction, alors nous on est fadagolistes, donc forcément on est un peu monomaniaque, mais c'est vrai aussi de la 4ème République, c'est vrai des forces de droite comme de gauche de la 4ème République, c'est qu'elles faisaient l'aller-retour entre les crises du quotidien, l'Indochine, l'Algérie, des guerres, mais aussi une projection de long terme. On a du mal à le faire en ce moment. Et quand on le fait, les gens sont aimables, mais enfin globalement ça emmerde tout le monde. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et la troisième des choses, et c'est ce qui me préoccupe le plus, et je le fais à dessein parce qu'on va voir ce qui se passe à l'automne, moi ce qui me frappe le plus, et je le dis devant les collègues ministres, c'est comment en 9 ans, on a pu enregistrer, quoi qu'on pense du président, de nous autres, je ne parle pas de politique, je réfléchis autrement avec vous ce soir, comment, et c'est factuel, on a pu enregistrer des résultats économiques, toucher au droit du travail,
toucher à ce qu'on appelle la politique de l'offre, avoir des mécanismes de relance, baisser la fiscalité. Et là, le président du MEDEF va sourire parce qu'il m'a entendu 60 fois le dire en 9 mois. Comment avons-nous pu être battus sur le terrain culturel? Comment se fait-il qu'à l'automne dernier, ce qu'on appelle l'outil de production est apparu pour la majorité des élites politiques comme étant une simple assiette fiscale disponible? Comment se fait-il que tout ce que nous avions fait de compréhension, de remontada pour justement avoir une culture économique avec ses imperfections, des réformes plus ou moins réussies, mais ça c'est déjà technique. Comment se fait-il qu'en l'espace de quelques mois après la dissolution, au fond, le rapport à l'économie, le rapport à l'entreprise s'était complètement inversé? Et d'ailleurs, c'est un moment un peu difficile pour nous, parce que trop c'est trop, parce que Patrick Martin et ses adhérents du MEDEF, en fait, allant voir ceux en qui ils croyaient, je le crois en tout cas, en se disant tiens, c'est plutôt ceux vers lesquels on s'est tourné jusqu'à présent pour défendre la politique de l'offre, l'emploi, la compétitivité, comment se fait-il qu'ils n'y arrivent plus? Mais on n'y est pas arrivé complètement, tout simplement parce que nous étions minoritaires. Et que dans une démocratie, lorsqu'on commence à céder du terrain sur le volet culturel et politique, par définition, il faut accepter d'être minoritaire. Et encore, dans notre manière de faire, nous ne l'étions pas complètement, sinon vous auriez eu la taxe Zuckman, sinon vous auriez eu la remise en cause du pacte Dutreil. Mais le sujet n'est pas qu'un rendez-vous technique au Parlement. Ça a été dit, c'est évidemment le rendez-vous de l'année prochaine. Et c'est là où, aux rencontres économiques d'Aix, faut que l'ensemble des élites aussi du pays, et pas que politiques, acceptent aussi de reprendre leur bâton de pèlerin et d'expliquer pourquoi, au fond, il faut s'y prendre différemment dans un monde aussi compliqué. Et cette bataille culturelle, je vais prendre ma part, je l'ai beaucoup fait en défensif pour les aux conditions de ma nomination et tout le bordel qui s'en est suivi, je ne refais pas de dessin, mais il faut être honnête, nous étions en défensif. Et donc ça veut dire que là, il va falloir être beaucoup plus offensif et, comme vous l'avez dit, embarquer les gens et essayer de bonne foi de faire comprendre au fond qu'on ne peut pas faire complètement n'importe quoi avec notre outil de production, parce que si on fait n'importe quoi avec l'outil de production, on fait n'importe quoi avec notre croissance. Si on fait n'importe quoi avec notre croissance, in fine, tôt ou tard, on fait n'importe quoi avec notre protection sociale, avec le financement de nos services publics et notre capacité à redistribuer de la richesse dans le pays. Mais ce qui paraissait comme une évidence ne l'était plus, et nous l'avons joué complètement en défensif. De là à convoquer Georges Pompidou patiemment à chaque question au gouvernement. La vache, le lait, ne touchez pas à la vache, on peut toujours débattre du lait. Mais tout ça n'était pas facile. Bon, néanmoins, il y a quand même des choses qui doivent nous faire espérer. En tout cas, de ma fenêtre, de ma vie de ministre des Armées d'ailleurs, et de ma vie à Matignon. Bon, je le dis parce que je l'ai quitté à l'instant, je veux que vous soyez tous convaincus, et je le dis à dessein, y compris avec les polémiques de la semaine, nous sommes dans un pays dans lequel l'État tient. Nous sommes dans un pays dans lequel vous avez des fonctionnaires et des militaires qui font le job. J'étais avec nos pompiers, les marins-pompiers de Marseille, le SDIS, le corps préfectoral, Météo France. On vit dans un État dans lequel, pardon, je ne ferai pas d'incident diplomatique, mais si on se compare avec un certain nombre de puissances qui peuvent nous entourer, nous avons un outil qui fonctionne. Le paradoxe, c'est que notre État fonctionne quand la mer est agitée, il fonctionne bien en crise et il redevient particulièrement rigide lorsque la mer est calme. Et c'est ça le défi de la réforme de l'État. C'est certainement pas aller remettre en question notre capacité à gérer les crises. Premier élément, me semble-t-il, qui doit nous faire espérer, parce qu'on voit bien que notre actualité est étatique. Pandémie, les États. La guerre, les États. Les politiques énergétiques, en partie, pas totalement, les États. Donc de toute façon, on revient nécessairement à un rapport à l'État, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est ma première raison d'espérer, c'est que l'État tient dans un pays dans lequel l'État a précédé la nation. Pas beaucoup de pays au monde dans lequel c'est le cas. Dans lequel tout le monde veut la liberté locale, mais tout le monde a un rapport à l'État, c'est moi qui suis le local qui vous le dis, qui est tout à fait particulier. La deuxième raison sur laquelle j'ai de l'optimisme, c'est qu'on résiste encore très bien sur un certain nombre d'appuis qui sont nos points forts. Alors, il va se dire, il est sympa en disant ça, ça lui permet de ne pas parler des points faibles. Oui, alors, maladie bien française aussi. À force de se déprécier tout le temps et de faire de l'auto-bashing,
c'est certain qu'on aura plus de mal à s'en sortir que si on est capable aussi de regarder un peu avec clairvoyance, sans chauvinisme déplacé, quels sont les points objectifs sur lesquels on est quand même capable de tutoyer l'avenir. L'énergie, on ne peut pas ne pas voir que ce printemps ne s'est pas passé de la même manière en France qu'en Allemagne. Encore merci d'ailleurs l'héritage mesmérien et militaire et civil des années 60 et 70. Mais ce qui est vrai du nucléaire est vrai également sur le renouvelable. Pareil sur la défense, parce qu'on vit dans un pays dans lequel la dualité existe. Quand on met 1 euro de dépenses publiques militaires, il est évident qu'il y a aussi une poussée sur le volet civil. C'est notre histoire. Ça avait été très abîmé dans les années 2000, mais enfin, la remontada spectaculaire, et j'y reviendrai pour répondre aussi à un des points de Philippe, nous permet quand même d'avoir un point d'appui sérieux. Puis il y a des secteurs sur lesquels, contrairement à ce que certains racontent, on n'a pas décroché. C'est fragile, mais on n'a pas décroché. Le logement, on est en train de repartir, on en a failli décrocher. L'agriculture, sur lequel on n'a jamais décroché, mais sur lequel il faut être mobile. Enfin, c'est certain que ce n'est pas un secteur ou une filière sur lequel il faut être complètement statique. Et puis, d'autres filières, je ne veux pas toutes les reprendre, mais sur lesquelles, y compris les réseaux de PME et d'innovation, sur lesquels nous sommes bel et bien présents au rendez-vous. Et la troisième des choses qui me fait encore à peu près espérer, c'est qu'au fond, dans ce pays, et y compris dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, du plus à droite au plus à gauche, tout le monde, mine de rien, a un rapport à la souveraineté et à l'autonomie du pays qui n'est pas loin du consensus ou du compromis. Mais c'est notre histoire gaulo-mitterrandienne une fois de plus. Personne dans la classe politique française n'osera, et l'ancien Premier ministre du Portugal, président du Conseil, António qui est là, c'est des différences qu'on peut avoir entre pays, notamment dans la relation à Washington. Personne dans la classe politique française n'osera se présenter devant vous en disant « c'est pas grave d'être un peu dépendant de Washington, c'est pas grave d'être un peu dépendant de Moscou ». Ça, il y en a qui l'ont fait, mais ils ne le disent plus. « C'est pas grave d'être un peu dépendant de Pékin ». Personne ne dira ça, parce qu'il y a un héritage politique particulier qui d'ailleurs puise très loin. C'est évidemment l'humiliation de 1940. C'est pas autre chose. C'est ce qui explique toutes les grandes décisions d'après-guerre, y compris au début de la Ve République. Ça, et je pose le ballon là pour essayer de maintenant de le prendre et de parler un peu de la suite, ça, on peut en faire quelque chose. Parce que ça, pour le coup, c'est une fondation dans l'histoire du pays et dans la République qui permet de construire quelque chose et qui, pour être honnête, nous a permis ces derniers mois de construire des compromis au Parlement et que tout ne part pas complètement dans le décor, parce qu'il y a quand même, au fond, là, quelque part, un truc qui remonte à la surface dans lequel on n'a pas envie de faire n'importe quoi avec la liberté du peuple français et avec son autonomie. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, le plus dur reste à venir, mais ça vous le saviez déjà, il va falloir embarquer les Français. Si j'ai aussi accepté le débat, c'est parce que entre notre prix Nobel, sa hauteur de vue, la capacité à voir de manière transversale et à réfléchir, comme tout bon professeur au Collège de France qui mène des travaux de recherche, entre Éric, qui est moins en colère ce soir qu'il ne l'était à l'automne dernier, c'est bien. Il faut quand même à un moment donné qu'on se dise que parce que c'est une démocratie, on va pas décréter le progrès. Il y aura du progrès si on embarque la population. Il y aura du progrès si on embarque le peuple français. Il n'y a pas d'injonction progressiste. Et en le disant, je fais attention à ce que je dis, parce que c'est un peu une des critiques qu'on a pu nous faire à nous, les compagnons de route du président de la République depuis 9 ans. Rappelez de Guizot, enrichissez-vous, une injonction. Soyez moderne. Non, la construction du progrès par le développement de l'économie, par la reconquête de l'outil de production, par la capacité à nous interconnecter à une économie mondialisée qui est beaucoup plus compliquée, avec ses dynamiques très brutales, mais elle va nécessairement passer par un travail de persuasion. Et je ne veux pas vous rabâcher les oreilles, mais quand même un peu. Enfin, même les gaullistes, avec une seule chaîne de télévision aux ordres du pouvoir, se sont quand même, et avec le bilan du 18 juin et la libération du pays, qui est quand même un bilan solide, même eux sont allés en recherche de l'assentiment du peuple français jusqu'à mai 68 et ce qui s'est passé au référendum de 69. Donc de toute façon, il n'y a pas de schéma dans lequel on ne peut pas embarquer le peuple français. Alors, même bien, comment on l'embarque ? Bon, et ça permet de répondre aussi à ce que vous disiez, on ne l'embarquera pas en étant trop lent ou has-been.
ce qui peut être le problème de la puissance publique. Et la question de l'intelligence artificielle, en cela, est assez intéressante, voire édifiante. C'est-à-dire que là, on voit, évidemment, vous le savez mieux que moi, donc je fais très vite, on voit, ça a été dit, toute une économie, des entreprises qui vont tête bêche, etc. De toute façon, quand vous ne le faites pas, les gens ont leur téléphone dans leur poche et se servent de leur IA personnelle pour bosser. Bon, l'État, si vous voulez, là, on a un enjeu, nous, avant la présidentielle, là, maintenant, on a un enjeu de rattrapage rapide, brutal, absolument prodigieux. Je l'ai dit, mais j'ai dû retoquer quelques demandes de collègues ministres. On ne peut pas être dans un moment dans lequel on continue de demander de la dépense publique et ouvrir des ETP, comme on dit, des équivalents temps plein, des postes de fonctionnaires, au moment où on est en train de numériser et dématérialiser la plupart des actes potentiels. Le contrôle de l'égalité, le préfet de région est là-bas, le sous-préfet est là-bas, le contrôle de l'égalité dans les préfectures pour savoir ce que font les collectivités locales, la capacité, la justice. Il est évident qu'une des réponses à ce qui s'est passé de manière dramatique ces jours derniers est dans la sortie de la préhistoire numérique du ministère de la Justice. Envoyer un dossier en papier d'un tribunal à un autre. Le mail existe depuis longtemps, hein, mais de fait, on voit bien que nous ne serons pas crédibles vis-à-vis du peuple français si déjà la puissance publique elle-même ne montre pas l'exemple. Il faut que j'accélère parce que je vais me faire engueuler, mais j'ai plein de choses à dire. En tout cas, ça, je crois que c'est un sujet majeur, il ne peut pas attendre. Le président du MEDEF est là, je crois que vous aurez des représentants des organisations salariales et syndicales qui vont venir pendant les 3 jours. Il est évident que le dialogue social doit très vite s'engager sur la question de l'intelligence artificielle et l'impact sur le droit du travail. Et ça ne pourra pas attendre l'élection présidentielle. Il faut déjà qu'un certain nombre de propositions soient sur la table pour qu'on puisse s'en emparer et qu'on puisse aussi organiser le débat politique à venir. J'accélère, on ne fera rien sans patriotisme. C'est le jaune d'œuf dans la mayonnaise qui permet de s'assurer de la cohésion nationale. Qu'on le veuille ou non. Cette affaire de Zuckman est venue quand même révéler qu'il y avait un sentiment profond dans le pays, que vous soyez d'accord avec ou pas d'accord n'est pas le sujet, mais qu'il y avait un sentiment profond d'inégalité dans la répartition de la richesse. Et ça, il faut bien l'attraper, il faut bien le traiter. Penser qu'en le mettant de côté comme ça à distance, en disant on a gagné une étape, c'est pas vrai. Et ça, là aussi, il ne faut pas réinventer la poudre. Il est évident que les citoyens ont envie d'en être. C'est la question de l'épargne. La fin du propos était évidemment excellente. On a déjà fait des choses. Roland est là. Sur le livret A, on a déjà un peu ouvert sur le financement de notre énergie nucléaire. Mais il est évident que là, il faut se secouer. L'ensemble de notre économie, soit privée, soit même d'ailleurs pas loin du public, je repense à mes sujets de défense, ont besoin de capitaux. Dans un pays dans lequel on ne va penser que commande publique ou subvention. Il faut qu'on passe la seconde. Et pareil pour peut-être les grandes fortunes. J'ai entendu un prix Nobel d'économie sur France Inter cette semaine, qui mettait une idée sur la table en disant, mais sur les transmissions du grand capital, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, mais gagnant-gagnant, hein, pour aller alimenter des fonds de souveraineté qui permettraient d'accélérer? Ben moi je dis chiche. Et pas chiche à la Saint-Glinglin, chiche potentiellement pour la fin d'année, pour le débat budgétaire. Parce que l'année prochaine, on a encore une marge de 6 milliards d'euros à trouver dans nos comptes publics pour notre défense, en plus des 6 milliards de cette année, dont je rappelle quand même que si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas l'armée qu'on a aujourd'hui, mais enfin, on n'aurait pas non plus le déficit qu'on a aujourd'hui. 5,1 de déficit aujourd'hui. Si on reprend le budget militaire de 2017, on serait à 4,4. Fin de parenthèse. Donc de toute façon, la question de la mobilisation de l'argent là où il est, mais pas par la fiscalité bête, par un peu de gaullisme encore dans la manière de traiter le sujet, c'est un antidote. Le patriotisme est un antidote au virus qui est en train de se répandre dans le pays, qui est en train de remonter les uns contre les autres. Et donc ça, moi je serais preneur de propositions, enfin en clair je les ai déjà un peu en tête, mais sur lequel je souhaite quand même qu'on puisse avancer. Enfin, parce que Jean-Hervé nous fait les gros yeux en disant qu'on est trop long,
il faut quand même qu'on regarde en face, une bonne fois pour toutes, le sujet de la dépense publique. Bon, ça veut dire quoi? Déjà, pas reproduire les mêmes erreurs du passé, on s'y était forcé. Bon, crise énergétique 2021-2022, ça a quand même coûté 70-72 milliards d'euros. J'en suis solidaire, hein, j'étais ministre. Bon, on n'a pas refait la même chose au printemps dernier, ça ne vous a pas échappé. On ne peut pas dire qu'on ait été très soutenu non plus, ça ne vous a pas échappé. Enfin, je considère quand même que de ne pas reproduire les mêmes erreurs, je le dis à dessein, était quand même déjà un des moyens de traiter le problème, culturellement et politiquement. La deuxième des choses, il faut qu'on ait le courage de parler des vrais sujets. La présidentielle permettra, par exemple, de parler des retraites. Enfin, il y a d'autres sujets avec les retraites. Hein. L'assurance maladie. La question des arrêts de travail. Pas pour remettre en cause le fait que celles et ceux qui sont malades soient arrêtés. Enfin, vous voyez bien que plus 5,6 milliards d'euros de dépenses publiques sur les arrêts de travail depuis 2019, c'est un autre problème. C'est un problème qui d'ailleurs coûte plus cher que la suspension de la réforme des retraites, soyez en passant. Mais ça aussi, c'est notre vie politico-médiatique. Il y a des débats qui sont spectaculaires, donc on aime bien les traiter en boucle. Puis pendant ce temps-là, il y a des débats qui sont moins spectaculaires, et pourtant ils sont absolument clés pour le redressement de nos comptes. Si je vous le dis, c'est parce qu'évidemment, il va falloir s'y attaquer. Et que là aussi, ça ne pourra pas attendre l'élection présidentielle, parce qu'on n'arrivera pas à boucler une copie pour l'année prochaine si on ne s'en prend pas, évidemment, à ce genre de difficultés. Enfin, et vraiment je conclus, il faut quand même qu'on soit capable non seulement de canaliser l'appétit fiscal, bon, moi je le redis, c'est ce qu'on a fait à la fin et on continuera de le faire, il ne faut pas remettre en cause les outils d'investissement et les outils de production, mais là aussi, la classe politique a besoin de l'entendre dans son ensemble, et donc celles et ceux qui participent aussi aux rencontres d'Aix ont vocation à porter aussi ce message. Ce n'est pas l'affaire que d'une famille politique. Mais il faut aussi qu'on soit capable de repenser la relation entre les pouvoirs publics dans son ensemble, l'administration fiscale, les caisses, l'URSSAF et l'entreprise. Et ça aussi, on ne va pas attendre, parce que je pense que la présomption de bonne foi, on avait déjà fait des choses sur le droit à l'erreur, mais la présomption de bonne foi, le fait que lorsqu'on demande un rescrit fiscal à l'administration, le silence vaut accord. Comme vous le savez, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce sont des choses qu'on veut mettre en œuvre très très vite. Parce que dans ce moment de relance économique qu'il faut qu'on aille chercher, bon, on n'a pas de majorité à l'Assemblée, on n'a pas de temps devant nous, on n'a pas d'argent. La situation est idéale, j'aime mieux vous le dire, mais on a au moins quelque chose pour nous, c'est encore le levier normatif sur lequel, avec les ministres, on est quand même capable de donner un choc de confiance dans les semaines qui viennent, qui permettent à celles et ceux qui veulent investir, qui veulent prendre des risques, de retrouver justement ce chemin de la prise de risque. Dernier point, vraiment dernier point, Jean-Hervé. Tout ça ne fonctionne que si on est capable de faire deux choses dans les temps qui viennent. La première, ne pas faire de faute. Et la faute absolue, je le dis parce que dans certains milieux économiques, cette idée a la vie dure. L'idée qu'il n'y ait pas de budget pour 2027 serait un cadeau pour le pays. C'est une faute, c'est un mensonge, c'est une erreur très grave. Présidentielle fin avril, début mai. Probablement de nouvelles élections législatives, juin. Le nouveau pouvoir en place injectera la mise en production d'un budget pour la Sécu et pour le pays au mois de juillet. Ces textes commenceront à être débattus à l'Assemblée nationale et au Sénat au mois d'août, lesquels trouveront leur publication au journal officiel fin septembre jusqu'à mi-octobre, c'est-à-dire au moment où il faudra débattre du budget pour 2028. C'est-à-dire que le budget pour 2027 rentrerait en application à la fin de l'année 2027. Alors là, j'aime mieux vous dire qu'il ne faut aucun choc, aucune crise, aucune aide à demander. Il faut se préparer à un déficit public autour de 6,5 points, si ce n'est pas plus, % du PIB de déficit, parce que toutes les vannes sont ouvertes, et par définition, il faudra bien redresser derrière. Et je ne vous fais pas de dessin sur les marges de manœuvre pour redresser derrière. Elles seront forcément fiscales, et elles seront forcément très hard. Donc il vaut mieux un budget de compromis et des candidats qui vous diront « votez pour moi, on vous le corrigera en mai », que d'aller à la faute en allant mettre le pays complètement dans le ravin, ce qui d'ailleurs sacrifierait la première année du quinquennat de celles et ceux qui auraient gagné l'élection présidentielle, ce qui serait d'un cynisme fou.
Mais je sonne l'alerte avec gravité parce que on fait ce qu'on peut, on peut nous aimer, pas nous aimer, mais croyez bien qu'on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut jusqu'à un certain point. Il faut quand même que les gens défendent l'intérêt général, et il faut quand même que les parlementaires qui ont été élus pour ça défendent l'intérêt général et pensent avant tout à l'intérêt du pays. Je crois qu'on sort avec des lignes de force et des grands messages d'espoir. Dialogue social, patriotisme, nous sommes bons. Il faut qu'on tienne le budget, parce que si on montre un sérieux budgétaire, on aura une voix en Europe pour pouvoir investir et faire des grands investissements dans l'avenir. Je crois qu'on va mobiliser l'épargne et les talents et l'énergie à bon marché que nous avons. Je suis ravi de ce message d'espoir que vous avez délivré tous les deux. Merci infiniment.